Est-ce que tu connais ces gens qui te conseillent de regarder une série, mais qui te disent «c'est trop bien, tu vas voir. Par contre, les 5 premières saisons sont vraiment nulles, mais après ça devient génial, hein.» Bon, ces gens-là je les supporte pas, mais aujourd'hui je vais en faire un peu partie. Parce que de tous les jeux vidéo qui existent, s'il y a bien une série qui fait pas forcément envie au premier coup d'œil, mais qui vaut vraiment le coup qu'on s'accroche, c'est System Shock. System Shock, c'est une série de 2 jeux vidéo sortis en 94 pour le premier et en 99 pour le second, et il y en a qui préfèrent le premier, il y en a qui préfèrent le deuxième, mais dans tous les cas, tout le monde s'accorde pour dire que l'un ou l'autre est le meilleur jeu ou la meilleure série de jeux vidéo de tous les temps, rien que ça. Pourtant, on dirait pas, hein. À tel point que, encore aujourd'hui, il y a des gens qui prennent ce jeu comme référence et que, même si tu n'y as jamais joué, tu connais probablement le nom de System Shock ou l'image de la boîte, ou que tu as déjà entendu parler de Shodan, c'est elle. Alors dans cette vidéo, je vais tenter de t'expliquer pourquoi ces jeux sont aussi géniaux, je vais aussi essayer de te donner envie d'y jouer, et aussi te montrer un peu à quoi ils ressemblent, comme ça, même si t'as pas envie d'y jouer, tu sauras ce que c'est toujours bon pour la culture. Parce que System Shock, c'est l'un des jeux qui a le plus influencé les jeux vidéo de manière générale. Même si toi, tu n'y as pas joué, faut savoir qu'il y a toute une armée de développeurs, game designers, tartinobers, qui ont été influencés par System Shock et qui ont créé leur jeu en s'inspirant de ce classique. Allez, on commence avec le premier System Shock. Je te préviens, ça pique les yeux parce que c'est vieux, et je précise avant, il n'y aura aucun spoiler dans toute la vidéo. Si tu as envie de découvrir ces jeux par toi-même, tu pourras. Ah aussi, petite info, le mec qu'on voit sur la boîte n'est pas le héros du jeu, hein. Ça c'est un ennemi qu'on rencontre. Je dis parce que souvent je sais que les gens qui n'y ont jamais joué pensent qu'on incarne ce type, mais non, ça c'est un cyborg qui cherche à te défoncer le fion. Alors System Shock est sorti en 94 sur PC et Mac, et je vais pas replacer le jeu dans son contexte, sinon on va perdre une heure. Juste, en 94, c'était beau, et c'était à la pointe de la technologie. Voilà, faut que tu l'acceptes comme un fait établi. L'histoire commence par une très courte cinématique qui nous explique que dans un futur proche, un hacker, le personnage que l'on va incarner, a tenté de s'introduire dans les systèmes informatiques de la station spatiale Citadel appartenant à une grosse société. Malheureusement, il se fait griller très rapidement, probablement parce qu'il n'avait pas de VPN, et des agents de sécurité de la dite grosse société vont aller le retrouver chez lui. Plutôt que de le traîner en justice, ils l'amènent sur la station Citadel qu'il avait tenté de pirater, et le chef de la station, un certain Diego, demande au hacker d'utiliser ses compétences pour désactiver les protocoles de sécurité de Shodan, l'intelligence artificielle qui contrôle la station. Pourquoi il veut faire ça, on n'en a aucune idée, mais on accepte, déjà parce que, comme ça, on finira pas en prison. Diego nous promet d'oublier qu'on a tenté de pirater la station si on lui rend ce service, et puis en plus, il nous promet de nous offrir une interface neuronale militaire si on y arrive. On désactive donc les protocoles de sécurité de l'intelligence artificielle Shodan, Diego est content, et il tient sa parole, on n'est pas poursuivi en justice, et on nous implante une interface neuronale super high-tech en guise de récompense directement sur la station. L'opération nous plonge dans un coma qui dure 6 mois, et le jeu commence à notre réveil. Et c'est là que les choses sérieuses commencent, puisque System Shock est un FPS, mais avec une interface terriblement compliquée. En fait, faut pas voir System Shock comme un FPS classique, déjà parce que en 94 les FPS ça venait à peine d'arriver, le genre était pas encore vraiment défini, et puis en plus parce que System Shock c'est avant tout un RPG en vue à la première personne. L'écran est divisé en 2 parties, on a la zone avec notre caméra, et tout autour une interface. Et rien que pour contrôler notre personnage, c'est compliqué. On peut tout faire à la souris, ou avec des raccourcis clavier un peu tordus, ou bien en cliquant sur des boutons. Par exemple, on a cette zone qui permet de choisir comment notre personnage se tient. Accroupi, allongé, debout, accroupi sur le côté, allongé sur le côté. Et on peut aussi directement cliquer sur l'interface pour sélectionner notre position, ou utiliser des touches du clavier. Ici, c'est pour choisir l'inclinaison de la caméra. Pareil, on peut utiliser des touches du clavier pour incliner la caméra de haut en bas, utiliser la souris pour orienter la vue comme dans un FPS moderne, ou cliquer sur l'interface pour orienter la caméra en déplaçant le curseur. Autrement dit, pour une action qui aujourd'hui nous paraît toute simple et intuitive, dans System Shock, il y a 3 façons différentes d'accomplir cette action. On parle quand même d'une époque où certaines personnes jouaient à des FPS avec un joystick. C'était un autre temps. Ensuite, tout le reste, ce sont des modules qu'on peut activer. Je peux choisir d'afficher ma minimap en bas à droite, ou en bas à gauche. Je peux même l'afficher 2 fois si j'en ai envie, ou alors l'afficher en global d'un côté et zoomer de l'autre. Je peux afficher mon inventaire, mes logs, et on a aussi d'autres fonctionnalités qu'on débloquera avec le temps. Donc tu vois, l'interface, c'est notre système neuronal qu'on nous a implanté. Et au premier abord, ça semble compliqué à utiliser, mais après environ 2 heures de jeu, ça devient assez facile de prendre en main tout ça.
Honnêtement, je dirais qu'il faut au moins 1 heure pour être familier et 2 heures pour être vraiment à l'aise et ne plus galérer du tout. Reste que, il y a quand même pas mal de choses à intégrer, surtout dans la version originale du jeu. Ici, je l'ai pas précisé, mais on est sur la version remaster qui change pas mal de choses et qui rend les contrôles un peu plus standards par rapport aux normes actuelles, donc 1000 fois plus simple. Très important aussi, on a 2 modes pour la souris. On est tout le temps en mode free look avec la souris, donc quand on bouge la caméra comme sur tous les FPS modernes, et quand on appuie sur E, on passe en mode inspection-interaction, et là, quand on bouge la souris, ça bouge juste le curseur pour nous permettre de ramasser des objets, d'appuyer sur des boutons, ou juste d'avoir des infos sur ce qu'on regarde. Donc si je veux ramasser cet objet, j'oriente ma caméra, ensuite j'appuie sur E pour passer en mode inspection, et là, je peux déplacer mon curseur pour venir prendre un objet, ou le jeter quelque part. Il y a aussi la possibilité de passer en mode plein écran, mais si tu n'y as jamais joué, je te conseillerais quand même de laisser l'interface au moins un peu au début pour comprendre comment sont placés les boutons, à quoi ils servent et saisir toute la logique qu'il y a derrière. Bref, on démarre donc le jeu en se réveillant d'un coma de 6 mois avec une interface neuronale flambant neuve et c'est à nous de nous démerder. Rapidement, on reçoit un message provenant de la Terre de la part d'une certaine Rebecca qui nous explique que la station Citadel a un laser braqué sur la planète et qu'on doit le désactiver. Bon déjà, la première question que je me pose, c'est comment on a pu laisser une entreprise construire une station spatiale avec un giga laser en orbite autour de la Terre. Mais bon, ça c'est un détail. La vraie question qu'il faut se poser, c'est pourquoi Rebecca nous demande à nous de désactiver ce laser et pas à quelqu'un d'autre. Déjà parce qu'elle est au courant de notre petit arrangement avec Diego, donc elle peut nous foutre dans la merde, et aussi parce qu'il s'est passé quelque chose sur la station pendant qu'on était dans le coma et que plus personne ne répond. On est peut-être le dernier survivant à bord, et si la station menace la Terre avec son laser, il n'y a que nous qui pourrons l'arrêter. On se met donc en route vers le laser pour le désactiver, et on entend Shodan, l'intelligence artificielle de la station qu'on avait désactivée pour le compte de Diego, nous souhaiter la bienvenue sur Citadel. Welcome back to Citadel Station. We hope your somnolent healing stage went well. Today is the 6th day of November, year 2072. You are currently in the healing suites located on the first level. Notre première mission consiste donc à stopper le laser de la station, et rien que dans les 5 premières minutes du jeu, le gameplay général est déjà présenté. On a des stations de soins qu'on doit activer pour régénérer sa santé, des stations de charge pour recharger nos appareils qui consomment de l'électricité, il y a des caméras de sécurité, certaines portes ont des codes d'accès qu'il faut trouver en écoutant des journaux audio de l'équipage, et justement, les journaux audio c'est vraiment un des points forts de ce jeu. Shodan security is closing down on us. The elevators are frozen. Myra keeps saying that it's the cameras and the medical CPU core that Shodan's using these to hold onto the level. That's all fine, but I don't really see how it helps. The thing is everywhere. Dans System Shock, on est tout seul sur une station spatiale, et le jeu des acteurs permet vraiment de créer une ambiance unique. Entre les communications qu'on reçoit et les journaux qu'on trouve, on en apprend plus sur Citadel et sur ce qui s'est passé pendant qu'on était dans le coma. Et là où c'est vraiment intelligent, c'est que tout n'est pas révélé immédiatement, et ça reste totalement crédible. Imagine, il s'est passé un incident sur la station. Logiquement, tout le monde devrait parler de l'incident en question et expliquer directement ce qui s'est passé. Dès le début du jeu, on devrait avoir toutes les infos en ramassant n'importe quel journal audio, ça semblerait logique. Mais ça casserait un peu le rythme narratif. Pour justifier le fait que les infos sont données au compte-gouttes, tout repose sur la map. T'as déjà joué à Zelda? Et bah là c'est pareil. La station Citadel est découpée en plusieurs niveaux et ils sont pas tous accessibles directement. Il faut faire certaines actions pour déverrouiller les accès, et dans le jeu, la catastrophe qui s'est produite n'a pas été vécue pareil sur tous les niveaux de Citadel. Par exemple, le niveau 3 c'est la maintenance, alors que le niveau 8 c'est la sécurité. Et c'est tout à fait logique que les mecs qui sont sur les niveaux supérieurs, à la sécurité par exemple, aient plus d'infos sur l'incident que ceux qui sont tout en bas de la station en train de réparer de la tuyauterie. Donc plus on montera dans les niveaux de la station, et plus les journaux audio qu'on trouvera seront précis sur ce qui se passe à bord. Alors, mini spoiler quand même, au bout de 20 minutes, on comprend très vite que Shodan, l'intelligence artificielle qui contrôle la station, a pété les plombs, et c'est en partie notre faute. Diego nous a demandé de désactiver ses protocoles de sécurité, et pendant qu'on était dans le coma pour se faire installer notre interface neuronale de récompense, Shodan est devenue dangereuse. Elle a mené des expériences sur l'équipage et les a transformés en mutants, en cyborgs, ou même en cyborgs mutants, et pendant toute l'aventure on essaiera de l'arrêter. Le grand mystère restera de savoir pourquoi Diego a voulu désactiver les protocoles de sécurité de Shodan, et puis accessoirement, qu'est-ce que Shodan compte faire maintenant qu'elle s'est emparée de la station et qu'elle a transformé tout le monde en mutants, à part nous. Bon, mini spoiler encore, hein. Shodan va vouloir nous tuer. En fait, Shodan c'est GLaDOS, mais en version beaucoup plus sadique.
L'essentiel du gameplay va donc reposer sur l'exploration de la map qui va s'ouvrir au fur et à mesure de l'avancement du jeu, mais la progression ne consiste pas qu'à monter dans les niveaux de la citadelle. Régulièrement, il faudra retourner en arrière. Il y a beaucoup de backtracking dans System Shock, et c'est toujours intelligemment justifié. Putain de bordel de merde. Oh, flemme de réenregistrer. Chaque étage de la citadelle a son propre design, c'est à la fois agréable parce que ça ajoute du changement, mais c'est aussi très pratique pour se repérer. Au premier coup d'œil, la map semble très compliquée, et c'est vrai que ça ressemble un peu à un labyrinthe, mais avec le temps on finit par se sentir presque chez soi. Et cette progression est très bien dosée par les développeurs. Quand tu quittes un niveau dans lequel tu as passé 3 heures pour le niveau supérieur, tu as passé assez de temps là-bas pour avoir tes petites habitudes, savoir où sont placés les objets, les postes de soins et compagnie. Donc au niveau suivant, c'est de la découverte totale, c'est rafraîchissant, ça fait plaisir, mais quand tu dois retourner en arrière pour actionner un interrupteur ou récupérer des objets, t'es pas perdu, t'as juste l'impression de rentrer à la maison après un petit voyage. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très bien fait dans ce jeu. Et encore une fois, ça renforce l'immersion, parce qu'une station spatiale de cette taille, tu peux pas y prendre tes marques en 2 minutes, ça reste cohérent. Et le jeu arrive à te faire apprendre par cœur la carte sans que tu t'en rendes compte. Bon, je vais être honnête quand même, je me suis déjà perdu et j'ai déjà tourné en rond, évidemment. Mais là encore, c'est un apprentissage, et si t'as jamais joué à System Shock et que tu vois la complexité des maps, tu te dis sûrement que c'est un bordel sans nom, mais c'est bien plus simple que ça en a l'air. Les maps sont également persistantes. Si les ennemis réapparaissent, tout ce que tu y fais reste du début à la fin. Donc là aussi, ça paraît pas dingue aujourd'hui, mais tu peux plus ou moins t'approprier certains coins de la station en plaçant des objets utiles comme des munitions, des kits de soins ou des armes dans une pièce. Par exemple, si t'as pas beaucoup de place dans ton inventaire, tu peux te constituer une petite armurerie personnelle dans un placard ou une salle sécurisée, et là encore, ça rajoute pas mal d'immersion et ça te permet de te sentir chez toi à certains endroits. Ah aussi, le jeu existe en français, mais avec un doublage des années 90, digne de Nicky Larson. Alors, il n'y a pas que le jeu d'acteur qui est pas top, il y a aussi la traduction. Je rappelle qu'on est en 94, et que tous les termes concernant l'informatique sont pas encore intégrés dans le langage courant. Donc, pour un jeu dans lequel on incarne un hacker, ça donne souvent lieu à des répliques horribles. Genre, le mot patch a été traduit par pansement, le mot hacker a été traduit par un coup en pirate, un coup en casseur, et d'autres fois on t'appelle hacker. Il n'y a même pas de consistance dans la traduction. Et en plus, faut avouer que la traduction a délibérément censuré certains passages, c'est obligé, hein. J'ai l'impression que quand les dialogues parlent par exemple de torture, ça part vraiment en mode Nicky Larson, du style « Je m'appelle Chaudan et je vais te faire bobo ». Bref, c'est ridicule, et si tu parles un minimum anglais, je te conseille de rester sur la version originale, d'autant plus que tu as les textes qui s'affichent, donc tu peux quand même suivre assez facilement. Un certain Nathan est peut-être capable de désamorcer le laser. In my talons, I shape clay, crafting life forms as I please. Around me is a burgeoning empire of steel. From my throne room, lines of power careen into the skies of Earth. De la poussière de métallo, je fais jaillir des êtres vivants. On vous repère à travers les lignes de sécurité. On tient toujours le coup, mais ce n'est plus qu'une question de temps maintenant. We're tracking you over security lines. We're still holding, but it's only a matter of time now. Alors tout ça c'est bien beau, mais qu'est-ce qui fait que ce jeu est génial? Déjà, l'histoire. Je vais pas te la raconter, mais l'histoire contient de nombreux rebondissements, boing boing, et ça pour un FPS de 94, ça reste plutôt unique. System Shock a carrément inventé un genre, le genre du FPS RPG, le fameux Fußborg. Ok, c'est plutôt moche, et c'est pas vraiment agréable à prendre en main, tout le contraire de ma bite, mais tous les ingrédients de la recette sont déjà là. Il y a des missions, des puzzles, des phases de plateforme, un inventaire à gérer, des améliorations à récupérer, et évidemment le scénario qui sublime tout ça. Et l'histoire, en plus d'être très bonne, est vraiment bien racontée. On est régulièrement surpris tout au long du jeu et pas toujours de la même manière. Peut-être que je passe trop de temps à jouer, mais personnellement j'ai du mal à être surpris par un jeu vidéo. Souvent dès le début je me dis ok, lui il a l'air gentil donc à la fin on va se rendre compte que c'est un méchant et les 3/4 du temps c'est comme ça que ça se passe. Niveau surprise on a vu mieux. Dans System Shock, il y a vraiment des moments surprenants. Une quête que tu vas faire pendant 2 heures et qui va aboutir sur un dénouement que tu n'avais pas anticipé. Et ce qui te fait plonger dans le jeu, c'est que le personnage que tu incarnes est exactement le même que toi qui le contrôle avec ton clavier et ta souris.
ou ton joystick. C'est assez difficile à expliquer, mais quelque part, quand tu joues à System Shock, c'est comme si Shodan s'adressait directement au joueur et pas au personnage qu'il incarne. Shodan joue avec toi, elle veut te tuer, mais elle s'amuse à le faire. Et quand tu t'es tapé tout un labyrinthe à te perdre pendant 1 heure comme un mongol, ou que tu t'es cassé la tête sur une énigme un peu compliquée, ce qu'elle dit au personnage du hacker s'applique à toi, parce que, quelque part, t'as fait la même chose avec ton clavier. Tu te sens vraiment impliqué dans l'histoire. C'est pas comme dans un jeu Far Cry à la con où tu vas recevoir un message radio qui te dit « Félicitations, j'imagine qu'escalader cette tour a dû être compliqué. J'espère que vous n'avez pas le vertige au moins. » Alors que, en fait, t'as juste appuyé sur espace, assis confortablement sur ta chaise et que t'as pas transpiré. Là, dans System Shock, quand Shodan se moque de toi parce que t'as passé 1 heure à faire un truc qui n'a servi à rien, crois-moi que tu le prends personnellement. Il y a un niveau d'immersion incroyable dans ce jeu. Rien que l'interface dont je te parlais au début, je t'ai dit que ça pouvait sembler super compliqué et qu'il faut environ 1 heure ou 2 avant de s'y habituer et d'être à l'aise. Mais cette interface, c'est notre système neuronal qu'on s'est fait implanter. C'est-à-dire que toi, en tant que joueur, tu galères à utiliser ce truc rempli de boutons et de graphiques incompréhensibles, et c'est parfaitement logique, puisque le personnage que tu contrôles, il vient à peine de recevoir son interface neuronale, et il se remet de son opération qui a duré 6 mois. Donc, même ça, le fait de subir une opération, en tant que joueur, tu le ressens un peu de la même manière que le personnage. Au début du jeu, quand tu te réveilles, tu es désorienté, et petit à petit, tu t'y accommodes, tu apprends à utiliser ton interface neuronale, et ça devient une nouvelle nature pour toi. Ça peut paraître con, mais c'est vraiment tout ça qui contribue à l'immersion, et au fait que le joueur peut parfaitement s'identifier au personnage qu'il contrôle. C'est pas comme dans ces jeux modernes à la con où tu reçois un nouveau pouvoir et où t'as juste à appuyer sur clic droit pour geler tes ennemis ou lancer des éclairs avec ton cul, tu vois. System Shock n'est pas difficile, loin de là, c'est même tout le contraire, c'est un jeu vraiment tranquille, mais c'est un jeu qui te fait pas de cadeau. Le moindre petit truc que tu fais, faut que t'apprennes à le faire, même si c'est un mini-jeu tout con sans intérêt, ou une action bête comme recharger ton arme ou gérer un stock d'objets quelque part sur la map. Il y a une petite phase d'apprentissage. Et quand tu y arrives, t'as ce sentiment de réussite, ce sentiment d'accomplissement que t'as plus aujourd'hui. Tu vois, aujourd'hui, t'as des jeux de Tarlouse qui t'offrent un succès Steam quand tu ramasses une arme, juste pour te conforter dans l'idée que t'as accompli quelque chose. Et ça, c'est 90% des jeux modernes. Pareil, 90% des jeux d'aujourd'hui, dans leur écran de chargement, ils vont t'expliquer que le fusil à pompe est dévastateur à courte portée, ou que si ta santé tombe à 0, t'es mort. Ok, merci, mais ça va, c'est pas parce que je joue à un jeu vidéo que je suis attardé mental et que j'ai besoin de lire en suivant le texte avec mon doigt. Là, dans System Shock, quand tu réussis quelque chose, t'es fier de toi, et t'es d'autant plus fier de ne pas avoir eu un tuto vidéo qui t'a aidé, ou un succès Steam à la con pour t'applaudir parce que t'as ouvert une porte. Malheureusement, il faut être honnête, System Shock a très mal vieilli, graphiquement déjà, ça c'est évident, et sur certains points de game design, on sent qu'il a presque 30 ans. Et si à l'époque il demandait déjà pas mal d'investissement de la part du joueur, aujourd'hui son grand âge en rajoute une couche. À moins d'être mentalement capable de te projeter en arrière et d'avoir suffisamment de recul pour profiter de ce que System Shock propose, je te déconseille vivement d'y jouer aujourd'hui, même à la version Enhanced. Par contre, un remake complet est en cours et sera bientôt disponible, et je pense que là, ça vaudra vraiment le coup pour ceux qui ne connaissent pas le jeu. Donc ajoute-le à ta wishlist, une version démo gratuite est déjà disponible sur Steam si tu veux tester, et la version complète arrivera cette année, normalement. Mais je vais pas faire le mec casse-couille et élitiste à 2 balles qui va te dire « Ce jeu est un classique, il faut y jouer, c'est vraiment génial ». Oui, c'est vrai, c'est un classique, et c'est génial, mais il a vraiment mal vieilli, et je comprends parfaitement qu'aujourd'hui il y a très peu de jeunes de 14 ans qui vont se sentir capables d'y jouer. Donc même si ça reste un monument du jeu vidéo, je vais pas te cracher dessus parce que tu y as jamais joué, et je te déconseille même d'y jouer parce qu'il y a très peu de chances que tu arrives à l'apprécier à sa juste valeur. Vaut mieux que tu connaisses ce jeu au travers de vidéos comme celle-ci, ou par le remake qui devrait sortir cette année, plutôt que tu t'infliges de jouer à un truc un peu hors du temps sous prétexte que c'est culte. Quoi qu'il en soit, System Shock reste un classique incontournable, il n'existe aucun autre jeu aussi complet à cette époque. En guise de comparaison, l'année d'avant on avait Doom, qui consistait juste à ouvrir des portes et tirer sur des ennemis. L'année d'après, Rise of the Triad, qui consistait juste à sauter sur des plateformes et tirer sur des ennemis. Et il faudra attendre 2 ans après System Shock pour commencer à voir apparaître d'autres FPS RPG de la même trempe comme Daggerfall, même si c'est dans un style tout à fait différent avec d'autres mécaniques. Malgré tout ce que le jeu propose, son succès commercial sera assez mitigé, même si dans l'ensemble il récoltera d'excellentes critiques, System Shock restera dans l'ombre face à des jeux comme Doom, et c'est bien normal. Le genre FPS commence à peine à arriver sur PC, et Doom est très rapide à prendre en main. Quelques secondes suffisent pour rentrer dans l'action,
comparé à System Shock où il y a toute une phase d'apprentissage. Avec le succès de Doom, le public associe FPS à action rapide, et forcément, quand les gens se retrouvent face à System Shock, ils voient un FPS et s'imaginent qu'ils vont tirer sur plein d'ennemis. System Shock sera donc source de déception et de frustration pour pas mal de joueurs, et le jeu tombera un peu dans l'oubli. On le connaît, on sait ce que c'est de loin, mais on s'y intéresse pas trop. Là où tout va changer, c'est en 99 avec System Shock 2. Le principe de System Shock 2, c'est de reprendre la même recette que le premier System Shock, mais cette fois en 3D, et de pousser encore plus loin certains éléments de gameplay. Personnellement, c'est celui que je préfère, et celui-ci, je te conseille d'y jouer, même 20 ans après, il reste vraiment génial. Là aussi, il y a une version remasterisée qui va sortir, mais franchement, le jeu est tellement bon, même encore aujourd'hui, que ça sert à rien d'attendre, tu peux tout de suite y jouer dans sa version originale, franchement, ça vaut le coup. System Shock 2 se déroule plusieurs décennies après System Shock 1. On incarne un militaire qui va embarquer sur un vaisseau spatial, le Von Braun, premier bâtiment à voyager plus vite que la lumière. Dès le début du jeu, on peut choisir notre carrière, ce qui correspondra aux statistiques de base attribuées à notre personnage. C'est d'ailleurs la grosse nouveauté dans ce jeu, il y a un système de stats, avec des stats de base comme l'endurance, la force, l'agilité, qui offrent des bonus passifs et permettent de débloquer certaines actions en jeu. Par exemple, pour porter certaines armes, il faudra un minimum de points de force. Et ensuite, on a des compétences, technologie, combat et psy. Chaque compétence a ses propres statistiques. Par exemple, dans la compétence technologie, on peut améliorer le hack, qui va définir la possibilité et notre efficacité à pirater certaines machines. Modification pour pouvoir améliorer nos armes, la maintenance pour réparer des objets, etc. Donc on est vraiment beaucoup plus proche du RPG classique, et la manière dont on va dépenser nos points va vraiment changer notre style de jeu. On peut faire un personnage très résistant et très fort qui peut tuer tout le monde au corps à corps, ou un personnage qui va se déplacer très vite ou qui peut ouvrir toutes les portes et pirater tous les ordinateurs, ou alors un soldat qui est capable de faire d'énormes dégâts juste avec un pistolet. Il y a vraiment plein de possibilités différentes et une certaine rejouabilité. Une fois qu'on a choisi nos points de base, on embarque sur le Von Braun pour inaugurer le premier voyage qui dépasse la vitesse de la lumière. Notre mission en tant que soldat, c'est d'assurer la sécurité du vaisseau, et forcément quelque chose se passe mal. 5 mois plus tard, très loin de la Terre, on se réveille à bord du Von Braun et une femme, le docteur Polito, nous explique qu'on a été opéré pour recevoir un implant neuronal. D'après elle, on s'est porté volontaire pour recevoir l'implant et que, suite à l'opération, nos souvenirs des dernières semaines ont été effacés. Nous revoilà donc dans l'espace, exactement comme dans le premier System Shock, on se réveille, une femme nous donne des instructions par radio et on se doute bien que Shodan est derrière tout ce merdier puisque, on peut voir sa tronche sur la boîte du jeu. Mais pour l'instant, aucune trace de Shodan, le docteur Polito nous demande d'aller la rejoindre et elle va nous guider jusqu'à elle. Là encore, il faut saluer le travail des acteurs et le sound design de manière générale. You must find an elevator and come up to deck 4 to meet me. Deck 4. Can you remember that? System Shock 2 fait partie de ces rares jeux dont le sound design est vraiment travaillé, à tel point que même si le jeu a plus de 20 ans, il reste encore largement jouable et appréciable grâce à son travail du son. I'm getting strange readings from that radar dish outside the window. It's become unstable due to... Move! Take cover! Critical decompression hazard in the cryo recovery suite. Evacuate immediately. Tu connais sûrement ce truc qui dit qu'une vidéo avec une image dégueulasse mais un son impeccable est 1000 fois plus agréable à regarder qu'une vidéo où c'est l'inverse. Si l'image est propre mais que le son est dégueulasse, ça devient rapidement insupportable. Bon là j'abuse un peu mais t'as compris le principe. Le son c'est vachement important, c'est même plus important que l'image. Eh bien, System Shock 2 a compris ce principe. Ok, les graphismes sont peut-être pas incroyables, surtout comparé avec ce qu'on a aujourd'hui, mais le son est tellement bon qu'on arrive quand même à l'apprécier. Un jeu vidéo, c'est du son et des images, et souvent, la partie son est mise de côté. Là, il y a vraiment un gros travail, et tu le verras par la suite, ça joue énormément sur l'immersion. Comme dans le premier jeu, on retrouve le même type de gameplay. Ici, on n'est pas sur la station Citadel, on est sur le vaisseau Von Braun, et on a différents niveaux qui ont chacun leur propre design. La première mission va consister à activer l'ascenseur pour pouvoir accéder au niveau supérieur, et pendant toute l'aventure, on devra aller de plus en plus haut sur les ponts du vaisseau, mais aussi revenir dans les niveaux inférieurs pour accomplir nos missions. Au total, le jeu demande une vingtaine d'heures pour être terminé, et là encore, comme je n'ai pas du tout envie de te spoiler l'histoire, je suis un petit peu bloqué parce que je peux pas te montrer grand chose. À la façon du premier jeu, tout l'équipage du vaisseau a été transformé en mutants, ce sera les ennemis principaux, et on a aussi des singes intergalactiques psioniques. Des singes intergalactiques psioniques. Oh putain, c'est pas facile à dire, merde.
Bon, évidemment, c'est pas leur vrai nom, hein, ça m'arrange bien d'ailleurs parce que j'arrive pas à le prononcer, mais ce sont bien des singes qui étaient à bord du Von Braun pour servir de cobayes, et les tests leur ont donné des pouvoirs psioniques. Donc ça peut paraître bizarre, mais pendant presque tout le jeu, tu vas devoir te battre avec des macaques qui te balancent des boules de feu. À part ça, Shodan n'est pas là, même si elle est sur la boîte du jeu. Peut-être qu'on la verra plus tard, qui sait, je ne veux pas te spoiler. Peut-être qu'elle se cache derrière une autre identité, ou qu'elle a été téléchargée dans ton implant neuronal. Ou alors peut-être qu'elle a juste été mise sur la boîte du jeu pour inciter les gens à l'acheter, on ne sait pas. Surprise! À la place de Shodan, on a Xerxes, l'IA qui contrôle le Von Braun et qui te mettra quelques bâtons dans les roues. Mais les vrais ennemis, ça reste The Many. Dès le début du jeu, on comprend que tout l'équipage qui a été transformé en mutant semble être connecté à une sorte de conscience collective qu'ils appellent The Many. Je sais pas trop comment on pourrait traduire ça en français pour que ça sonne bien, mais bon, t'as compris l'idée. The many sings to us. Et régulièrement, on trouvera des journaux audio de l'équipage qui parlent de ça. In some ways, the many is not unlike the UNN. There's a joy in working towards a collective goal, in being able to put aside the things that draw us apart and make us separate. Why do we fear the loss of our individuality so much? Man can dream, but the many can accomplish. Le jeu des acteurs est vraiment bon, et toujours pour éviter d'avoir à révéler toute l'intrigue dès le début du jeu, les développeurs ont utilisé le fait qu'on démarre dans les ponts inférieurs, là où l'équipage a le moins d'infos, et donc on comprend pas tout de suite de quoi il s'agit. On ne sait pas pourquoi ils ont été transformés en mutants, par qui ou par quoi, on ne sait pas ce que c'est que The Many, si c'est une IA, si c'est un extraterrestre, ou si c'est un super singe intergalactique psionique, j'arrive toujours pas à le dire, qui contrôle tout le monde sur le vaisseau, mystère. Et je te le dirai pas parce que je suis sûr que parmi vous, il y en a certains qui seront tentés de jouer à ce chef-d'œuvre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que The Many et tous ces sbires veulent nous convertir, et c'est là qu'on va parler sound design. Comme je te disais, le son c'est vachement important. D'après ce qu'on peut deviner, les mutants entendent une voix dans leur tête et ils passent leur temps à parler à haute voix à propos de ce qu'ils entendent. Song is undisturbed. Et par moments, nous aussi, on entendra une voix dans notre tête. Je te conseille de mettre un casque pour apprécier cette petite séquence ASMR. Babies must sleep. Babies must rest. Wise is the one who does not waken them. Leave this place now, or we will wound you. As you have us. Are we joined? Voilà, et si je devais résumer l'ambiance de System Shock 2, ce serait avec ce genre d'extrait. En fait, comparé à la plupart des autres jeux, System Shock 2 ne cherche pas à créer un moment de tension. Il n'y a pas de musique inquiétante qui se déclenche pour te prévenir qu'il faut serrer les fesses ou ce genre de truc. Et entendre les bruits de respiration d'un mutant, sa voix ou ses bruits de pas suffisent à créer un moment de tension. Il y a pas mal de combats dans ce jeu, et c'est assez dur d'être surpris par un ennemi. On les entend à travers les murs, on les voit facilement parce que, bon, ils sont rarement cachés. Il n'y a pas de jumpscare à la con, ni d'indicateur que là, il va se passer un truc, c'est sûr. Toute la partie horreur repose sur le fait que c'est au joueur de prêter attention à son environnement, et si jamais il est un peu distrait, là, il y a moyen de sursauter. Et ce qu'il y a de vraiment beau dans cette façon de créer une ambiance autour du sound design et autour de l'expérience du joueur, c'est que tout le monde a une histoire différente à raconter. Dans System Shock 2, il n'y a pas de moment où tout le monde peut dire « Eh, tu te souviens quand tu ouvres la porte et que tu vois une ombre et qu'il y a ce truc scripté qui se passe et qui fait peur ?» Chacun vit ses propres moments cultes au rythme de sa progression et suivant sa manière de jouer. Personnellement, un moment que j'ai trouvé particulièrement stressant, même si ça n'a duré que quelques instants, c'est quand j'ai rencontré un ennemi en particulier pour la toute première fois. Je l'avais jamais vu avant, et tout ce que j'avais pu avoir comme indice pour me préparer à le découvrir, c'était les sons que j'entendais. Voilà, donc là je me doute bien que t'as pas laissé une trace de frein dans ton calbut, hein. On est sur YouTube, on est entre nous, et tu sais à quoi t'attendre. Mais quand tu es en plein dans le jeu et que tu découvres ça par toi-même, c'est assez surprenant.
Et ça montre bien toute la force d'un sound design réussi, parce que, je le rappelle, on est en 99, et ça, c'est pas vraiment une scène scriptée. En fait, cet ennemi, il est là parce qu'il a été placé ici, on l'entend parce qu'il fait toujours ces bruits-là. This is not acceptable. You're mine. Et c'est le level design qui fait qu'on entend d'abord ces bruits de pas très particuliers et sa voix déformée avant de tomber dessus. Donc c'est plus ou moins pensé pour qu'on découvre cet ennemi de cette manière, en jouant avec le fait que cet ennemi fait du bruit et en faisant monter la tension du joueur face à quelque chose d'inconnu, mais ça n'empêche pas certains joueurs de foncer dans le tas et de tirer et de s'en battre les steaks. Et aujourd'hui, ce genre de moment serait traité totalement différemment. Aujourd'hui, on utiliserait la puissance de nos cartes graphiques pour afficher une ombre portée sur un mur et te permettre de deviner les contours d'un nouvel ennemi, comme dans BioShock par exemple. C'est un peu cliché, mais là, ça montre bien l'aspect intentionnel, et dans certains jeux, on rajouterait peut-être même une musique à ce moment-là, voire même on ferait une cutscene, où le joueur n'a plus le contrôle sur ses déplacements et sur la caméra, pour être bien sûr qu'il regarde là où on l'a décidé et le forcer à vivre un moment d'horreur. Et c'est vraiment ça qui fait toute la différence avec System Shock et le fait que j'insiste beaucoup, même un peu trop là-dessus. Dans System Shock, il n'y a pas tous ces moments artificiels qu'on voit arriver de loin et qui finalement cassent l'immersion parce que tu vois que c'est un instant particulier, créé de toutes pièces pour te surprendre. Donc t'es pas surpris. Tu peux être surpris par ce qui se passe, mais tu peux pas vraiment être surpris d'être surpris. Ouais, je sais, plus je parle et moins ça devient clair, mais je pense que t'as à peu près compris ce que j'essaie d'expliquer. Tout comme dans le premier System Shock, il y a beaucoup de backtracking dans cette suite. En termes de navigation, c'est vraiment identique. On a différents niveaux sur le vaisseau. Pour y accéder, on doit accomplir des missions comme réparer l'ascenseur, désactiver un système de sécurité, ce genre de conneries. Et quand tu passes d'un niveau à l'autre, tu vas pouvoir accéder à des ordinateurs qui te permettront d'augmenter tes statistiques de base. Les fameuses stats dont je t'ai parlé au début de la vidéo, mais que t'as oublié parce que cette vidéo commence à être un peu trop longue, comme ma bite. Pour les skills, il faudra dépenser des sortes de points de compétences que tu gagnes en accomplissant des missions ou en ramassant des objets, des cybermodules. Et là encore, ça t'encourage à explorer certaines zones de fond en comble pour augmenter la puissance de ton personnage, ou juste pour obtenir ces 3 putains de points qui te manquent et débloquer le maniement d'une arme spéciale. Pour ça, le jeu est plutôt bien foutu, les points que tu peux récupérer en fouillant et ceux que tu peux gagner dans les missions sont répartis de manière à ce que dès le début du jeu, tu ne puisses pas, imaginons, tout dépenser dans le hacking et ouvrir toutes les portes et tous les coffres du premier niveau. Là encore, le but c'est que même après 10 heures de jeu, quand tu repasseras dans le premier niveau, tu auras de nouvelles choses à découvrir. La grosse nouveauté par rapport au premier jeu, c'est que dans cette suite, la map est beaucoup plus lisible, ça ne ressemble plus du tout à un labyrinthe de boîtes de céréales, donc c'est vraiment agréable de se balader dans le vaisseau, tous les points importants sont indiqués et il y a toujours la possibilité de placer des marqueurs personnalisés. La plupart du temps, on n'est pas perdu, la carte est très claire et si jamais on n'est pas très attentif, il y a toujours moyen de réécouter le dialogue qui nous dit où aller et quoi faire. Et si jamais on n'est vraiment pas doué, le jeu a même un système de checklist pour la quête active. Là tu vois, j'ai juste à cliquer ici et on me dit exactement quoi faire, où aller, donc même si t'as pas un gros losange blanc sur ta map façon Borderlands, c'est très difficile de se perdre. Il y a que 2 ou 3 moments dans tout le jeu où l'objectif n'est pas très clair, mais ça c'est à cause du fait que certaines maps sont sur plusieurs étages et parfois ça peut apporter un peu de confusion. Mais tout le reste du temps, tu sais exactement quoi faire, quel objet utiliser, où aller. C'est pas ce genre de jeu où tu vas passer 2 heures à chercher un objet de mission pour finalement te rendre compte que tu l'avais sous le nez depuis le début et que t'avais juste pas compris qu'on pouvait l'utiliser. J'en ai pas parlé non plus, mais System Shock 2 a un système assez original de recherche. Là, je ne te spoil pas, mais régulièrement, tu trouveras des objets inconnus. Il faudra lancer une recherche pour savoir ce que c'est, et éventuellement réussir à utiliser l'objet en question. Et pour ça, il faudra utiliser des produits chimiques. Chaque niveau du Von Braun possède une salle de stockage de produits chimiques, donc si tu ramasses un truc bizarre et que tu peux pas t'en servir, il faudra peut-être que tu récupères du potassium et du nickel pour analyser l'objet en question. Parfois, ça te donnera des infos sur les ennemis que tu combats en te disant contre quoi ils sont vulnérables, d'autres fois ça te permettra de faire plus de dégâts contre un certain type d'ennemis, ça peut aussi t'apprendre de nouvelles compétences, donc là encore le jeu te pousse régulièrement à retourner en arrière et à te balader sur les ponts du Von Braun pour trouver les produits dont tu auras besoin et analyser les morceaux de cadavres de tes ennemis. Ou alors tu peux t'amuser à récupérer tous les produits de toutes les salles de stockage et les mettre au même endroit pour éviter d'avoir à voyager entre les ponts. Ça reste une possibilité, chacun fait comme il le sent. Encore un truc que j'ai zappé, les mini-jeux. Que ce soit dans le premier ou dans le second System Shock, il y a des mini-jeux pour pirater des tourelles, couper les caméras de sécurité, ouvrir des portes verrouillées,
Là encore, je vais pas rentrer dans le détail parce que, en vrai, c'est pas super important, c'est toujours la même chose. Et puis, si je commence à te parler de ça, faudrait aussi que je te parle de plein d'autres bidules, comme la réparation des armes, les implants cybernétiques, le système d'amélioration des flingues. En fait, il y a plein de petits trucs qui rendent le jeu encore plus intéressant. Je dirais juste que s'il y a des choses qui sont incontournables, comme le mini-jeu de hacking ou la réparation des armes, il y a plein d'autres trucs qui sont complètement accessoires. Un cas concret, t'as la possibilité de débloquer des pouvoirs avec la compétence Psy, et il y a vraiment plein de trucs différents, c'est vraiment complet. Mais ça, tu vois, si t'en as rien à foutre et que t'as pas envie de gérer ce truc-là, c'est tout à fait possible. À aucun moment, on t'oblige à utiliser des compétences, donc si créer des boucliers ou lancer des boules d'énergie, c'est pas ton délire, pas de souci. Et ça encore, c'est un point fort du jeu parce que t'es pas soumis au gameplay, t'es pas forcé de jouer comme les développeurs l'ont imaginé. Et moi, comme je suis un gros débile qui aime jouer au lance-grenades et que je considère que les boucliers d'énergie c'est un truc de gonzesse, ça me convient très bien puisque je peux profiter de ce jeu comme j'en ai envie. D'ailleurs, je suis presque certain qu'il est possible de finir le jeu sans tuer qui que ce soit. Tout ça pour dire que, même s'il y a plein de petits détails dans ce jeu, ce ne sont pas des composants fondamentaux du gameplay. Et même les mini-jeux, je t'ai dit qu'ils étaient incontournables, mais en vrai, il y a moyen de les passer en utilisant des objets qui piratent les terminaux à ta place ou des machines qui réparent tes armes. Donc là encore, il y a toujours un moyen de ne pas faire ou de contourner une action. Allez, on va en rester là et on va conclure, parce que là franchement je commence à avoir plein le cul. System Shock 1 et System Shock 2 sont des chefs-d'œuvre et ce sont des jeux qui ont énormément influencé l'industrie. J'ai parlé de Bioshock tout à l'heure, et Bioshock, c'est System Shock. Si t'as aimé jouer à Bioshock, tu vas adorer jouer à System Shock 2. C'est la même chose, avec des points de compétence, moins de polygones et pas de cinématique. Mais tout le reste du jeu est imprégné de System Shock. On retrouve des caméras de sécurité, un personnage qui a perdu la mémoire, quelqu'un qui le guide par radio tout au long du jeu, des enregistrements à écouter, des compétences. Même l'arme de corps à corps, elle est inspirée de System Shock. Dans le même style, on a le dernier jeu Prey. Prey s'est énormément inspiré du gameplay de System Shock, mais aussi de sa façon de raconter l'histoire. On pourrait aussi parler un peu de Dishonored, dans une moindre mesure, de Dead Space surtout, même de Half-Life. Le premier System Shock a vraiment créé les genres du survival horror et du FPS RPG en une fois, et le second System Shock a sublimé tout ça en y ajoutant de la 3D et quelques éléments de gameplay. Et aujourd'hui, la moitié des survival horror ou des FPS RPG reprennent ce que System Shock a inventé il y a quasiment 30 ans. Un truc tout con, tiens. Aujourd'hui c'est devenu super commun, c'est presque un standard dans les FPS AAA, mais tu connais beaucoup de FPS d'avant 99 qui permettent au personnage d'attraper un rebord pour se hisser? Je veux dire, ok, aujourd'hui c'est super banal, mais il y a encore 10 ans c'était quelque chose de plutôt nouveau. C'est Far Cry 3 qui a un peu démocratisé ça, avant c'était assez rare, et à l'époque de System Shock 2 c'était encore plus rare. De là à dire que Far Cry 3 a copié System Shock 2, non, évidemment, puisque Far Cry 3 est un jeu de merde, désolé. Enfin, non, je suis pas désolé. Mais ce genre de petit exemple montre bien qu'ils étaient en avance sur beaucoup de choses. Bref, j'adore System Shock, et qu'on aime ou pas, qu'on y ait joué ou pas, faut savoir qu'il y a un peu de ce jeu dans plein d'autres jeux auxquels tu as joué et que tu aimes. C'est une référence, peut-être pas pour toi, mais pour l'industrie, ça reste une référence. Et avant de se quitter, je vais te faire réfléchir sur un petit truc. Alors je vais écrire ce que je vais dire en blanc sur un fond de stockshot inspirant et libre de droit, ça donnera plus de profondeur à ma phrase et ça te permettra de méditer là-dessus. Les jeux de référence ne sont pas ceux que tu considères comme des classiques. Attends, je te la refais avec de la reverb. Les jeux de référence ne sont pas ceux que tu considères comme des classiques. C'est profond, hein? Ce que je veux dire par là, c'est que je vais prendre Half-Life en comparaison. Half-Life, c'est un super FPS, ok, on est tous d'accord, tout le monde y a joué, tout le monde connaît, tout le monde adore, c'est super. Et pourtant, l'industrie du jeu vidéo ne se sert pas de Half-Life comme modèle. Chez Blizzard, chez Ubisoft, chez Bethesda ou Electronic Arts, ils n'ont pas un tableau rempli de screenshots de Half-Life avec des petites épingles reliées par des fils, pour tenter de percer les secrets de la recette et faire un jeu qui aura autant de succès. Évidemment, ça peut être une source d'inspiration, un modèle à suivre, mais les jeux qui servent vraiment de référence, ce sont des jeux comme System Shock. Je remplace vite fait Half-Life par Star Wars et c'est la même chose. Tout le monde l'a vu, tout le monde adore, mais l'industrie du cinéma ne cherche pas à créer des copies de Star Wars, elle va surtout s'inspirer des fondations de ce qui ont fait Star Wars. La bande dessinée Valérian, des films comme La Forteresse Cachée, le storyboard de Dune, autant de références qui ne sont pas connues du grand public, surtout aux États-Unis dans les années 70. Les jeux de référence ne sont pas ceux que tu considères comme des classiques. Tes références, en tant que joueur, ne sont pas les références des développeurs. Et System Shock, il fait partie de ces références de base que le grand public n'a pas forcément, mais que les développeurs ont. On va pas se mentir, hein, System Shock, que ce soit le 1 ou le 2, c'est connu mondialement, très bonne critique, plein de fans, des sites web dédiés, mais le jour où tu croiseras quelqu'un dans la rue avec un t-shirt Shodan, il est pas prêt d'arriver.
Et c'est grâce ou à cause de ça, à cause du fait que c'est un jeu qui reste un peu dans l'ombre et que en plus tu peux en prendre n'importe quel morceau, il y a toujours un truc bon qui en sort, que ce jeu fait partie des piliers du jeu vidéo moderne. T'as le droit d'être fan de Skyrim, mais faut bien que tu comprennes que même si t'as des millions d'autres gens qui sont fans de Skyrim comme toi, d'un point de vue professionnel, ce jeu n'a aucun intérêt et il ne servira jamais de référence. Dans 5 ans ou dans 10 ans, il n'y a aucun studio qui va lancer la production d'un jeu en se basant sur Skyrim. Copier un jeu pour tenter de faire aussi bien, ça n'a aucun sens. Ce qui compte, c'est de connaître la recette, et System Shock détaille absolument tous les ingrédients. Si tu veux te plonger une vingtaine d'heures dans un jeu qui vaut vraiment le coup, si t'as aimé jouer à Bioshock ou au dernier Prey, je te conseille System Shock 2, c'est bien meilleur, peu importe ton PC au moins, t'es sûr de pouvoir y jouer, et tu passeras un super moment. Bon, par contre, si ton jeu de référence c'est League of Legends, n'essaye même pas. Ça va être trop compliqué pour toi. Là, y a pas 4 touches de clavier à retenir, hein. C'est un jeu pour les gens intelligents, pas pour les connards qui pensent qu'appuyer sur A, Z, E, R dans un certain ordre, ça demande du talent. Et si jamais t'es chaud pour tenter l'aventure mais que t'as pas joué au premier, eh ben au pire tu vas sur Wikipédia et puis tu lis un résumé du jeu, sinon c'est pas grave, hein, tu peux quand même profiter du deuxième sans avoir joué au premier. Mais c'est toujours mieux d'avoir joué comme au premier ou d'avoir ne serait-ce qu'un résumé global du premier pour saisir toutes les subtilités du second. Allez, je te laisse, cette vidéo était beaucoup trop longue, comme ma bite, et j'ai une séance d'ASMR qui m'attend. Do you not trust the feelings of the flesh? Our biology yearns to join with yours. We welcome you to our mass. But you puzzle us. Why do you serve our mother? How can you choose cold metal over the splendor of flesh? But you fear us.